La mauvaise gestion des lotissements au Burkina Faso avait conduit à sa suspension avant d'être rétablie, mais excluant notamment les deux grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. La problématique du foncier rural, la nouvelle loi sur la promotion immobilière et les impacts sur la gestion communale, c'est le thème de votre émission ce vendredi 8 mars 2024 à 10h. Cette émission interactive vous permet en effet d'intervenir en appelant directement au 72 52 07 42 ou au 07 20 85 20. Rendez-vous donc ce vendredi 8 mars de 10h à 11h sur Savane FM Bobo. Pour une bonne politique foncière, génératrice de justice sociale, les contributions des uns et des autres sont une nécessité. Merci d'écouter ce puissant réseau en construction pour la communication et le développement, la radio Savane FM Bobo Dioulasso. Bonjour chers auditeurs et auditrices, plateau spécial en cette matinée du 8 mars, journée solennelle, journée dédiée à la femme. À l'entame de cette émission spéciale pour parler des réformes dans les domaines du foncier, état des lieux et impact sur la gestion du foncier rural. À l'entame de cette émission, nous allons encore souhaiter bonne fête à toutes les femmes d'ici et d'ailleurs. Vous êtes bel et bien sur Savane FM. Émission spéciale, réalisation Jackie Barrault, devant les machines, présentation Abdoulaye Traoré. Nous parlons ce matin, mesdames et messieurs, des réformes dans le domaine du foncier, état des lieux et impact sur la gestion du foncier rural. Tel est le thème de notre émission ce matin, qui reçoit sur nos plateaux pour vous un expert du domaine. Monsieur Bouraïma Maïga, bonjour et bienvenue sur ce plateau. Comment ça va? Bonjour, je vais très bien. Il n'est pas seul, il est aussi bien accompagné de Sayouba Kendrebiogo, point focal du Balai Citoyen. C'est un plaisir de vous recevoir, monsieur. Merci. Bonjour. Alors, comment ça va, Balai Citoyen? Ça va, Dana. Très bien. Mesdames et messieurs, un rappel, nous allons parler ce matin des réformes dans le domaine du foncier, état des lieux et impact sur la gestion du foncier rural. Vous êtes ingénieur, géomètre, et avec vous, nous allons évoquer l'épineuse question du foncier, notamment ses impacts sur la gestion du foncier rural. L'objectif de cette émission est tout d'abord de présenter la nouvelle loi sur la promotion immobilière, comment mettre cela en relief avec le niveau d'implantation de la jeunesse consciente dans la gestion du foncier rural, mais aussi et surtout partager les expériences, recueillir les avis en vue de formuler de bonnes stratégies de mobilisation pour une meilleure politique foncière. Mesdames et messieurs, auditeurs de Bobo Dioulasso, de Banfora, de Orodara, encore bonjour et merci de votre... installez-vous confortablement pour suivre cette émission interactive. Vous aurez la parole pour adresser et exposer vos préoccupations à nos invités, experts dans le domaine du foncier. Merci à Jackie Barrault pour la réalisation. La mauvaise gestion donc des lotissements au Burkina Faso avait conduit à sa suspension avant d'être établie, mais excluant notamment les deux grandes villes comme Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. À la faveur donc des changements politiques opérés dans notre pays, les réformes ont été faites dans le domaine du foncier. Il existe en effet depuis le 20 juin 2023 une nouvelle loi sur la promotion immobilière. Cette loi, adoptée par l'Assemblée législative de transition et promulguée par décret le 3 juillet 2023 par le chef de l'État, veut établir plus les transparences dans le domaine de réduire au maximum les inégalités dans l'accessibilité aux fonciers. Parlons-en, la loi 030 ALT du 20 juin 2023, que dit-elle au juste? On va aller directement avec nos séries de questions. On va aller demander à notre expert Bouraïma Maïga. Il va succinctement nous expliquer déjà le contenu du projet. D'accord, merci. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voudrais aussi souhaiter une bonne journée de
commémoration à toutes les femmes. Merci. Car quand on parle de foncier, d'inégalité dans les fonciers, on peut dire que les femmes sont en général marginalisées. Voilà, donc une pensée spéciale à toutes ces femmes battantes du Burkina Faso. Donc cela dit, aujourd'hui, voilà le thème qui nous réunit, c'est la nouvelle loi sur la promotion immobilière, état des lieux et l'impact sur le foncier rural. Ici, pour en tout cas évaluer l'impact de cette nouvelle loi, il faut surtout recenser les insuffisances de l'ancienne loi qui a conduit aux dérives constatées sur le terrain. Donc, si on va aller dans ce sens, il faut dire que tout le monde l'a constaté, et on le dit constamment d'ailleurs, que la bombe, on parle très souvent de la bombe foncière au Burkina Faso, et une grande majorité s'accorde à dire que après l'insécurité, et une pensée spéciale aux combattants au front, c'est vraiment le foncier qui est vraiment la bombe à retardement au Burkina Faso. Donc l'objectif, c'est de faire en sorte que si on détecte où se trouve la bombe, c'est de travailler à ce qu'elle n'explose jamais. Donc, vous l'avez rappelé en introduction que les lotissements avaient été suspendus pendant longtemps, et à un moment donné, on a repris, et excepté dans les grands centres urbains tels que Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Mais cette suspension, depuis, n'avait pas concerné la promotion immobilière. Voilà, il faut le rappeler, c'est en 2008 que la loi 057 a été adoptée, avec pour objectif principal la contribuer à l'offre au logement social, l'offre au logement décent au bénéfice des populations. Donc cette loi, la suspension des lotissements n'a pas concerné cette loi, ce qui fait que les opérations dans ce secteur-là se sont poursuivies. Et très rapidement, un grand nombre de personnes se sont intéressées à l'activité au niveau de la promotion immobilière, avec l'accaparement entre griffes des grandes superficies. Et malheureusement, aussi bien au niveau des terres périurbaines. Les terres périurbaines, ce sont les terres qui sont situées autour des agglomérations comme Ouagadougou, comme Bobo. Pour le cas de Ouagadougou, on parle des communes comme Silga, Saba, et toutes ces communes périphériques comme Koubri. Voilà, vous constaterez qu'il y a plein de promoteurs immobiliers qui sont en tout cas accaparés du foncier dans ces zones-là. Mais les gens ont quitté le milieu urbain et le milieu périurbain et se sont intéressés également au milieu rural, où l'accent a été mis à ce niveau sur les terres qui sont destinées aux activités agro-silvopastorales. Donc, en somme, on constate l'accaparement des terres d'une manière générale, aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, par ces promoteurs immobiliers. On constate un besoin de plus en plus grandissant en logement, alors que l'objectif de la loi, c'était justement de donner une offre au logement. On constate aussi de plus en plus des aménagements qui ne respectent pas les règles d'urbanisme. J'ai parlé tantôt de Koubri. Quand vous prenez dans les outils de planification urbaine, comme le schéma d'aménagement des Grands Ouaga, Koubri, c'est une zone destinée à l'activité agro-silvopastorale. Mais quand vous arrivez à Koubri, presque toutes ces terres destinées à l'agriculture, là, aujourd'hui, ont été, en tout cas par la complicité des propriétaires terriens, là, cédées afin de mener l'activité de la promotion immobilière. Donc ça, c'est le constat sur le terrain. Pourquoi comment en sommes-nous arrivés là? Il y a d'abord les insuffisances des textes. Les insuffisances des textes, parce que la loi sur la promotion, l'ancienne loi sur la promotion immobilière, je ne parle pas de la loi 057, à son article 2, dans la définition même de la promotion immobilière, là, a ajouté au deuxième alinéa que les produits de la promotion immobilière sont destinés à la vente, mais ils ont parlé, quand on parle du produit, ils ont parlé des produits fonciers. C'est-à-dire que aussi bien le bâti que le foncier fait partie font partie en tout cas des produits fonciers destinés à la vente. Donc, au lieu de construire des maisons, les promoteurs immobiliers ont passé le temps à aménager et à vendre des parcelles, des terrains nus. Ce qui n'était pas l'esprit de la loi en réalité. L'esprit de la loi, c'était le logement.
Mais les gens ont profité de cette faille-là pour pouvoir s'accaparer du foncier. Mais mieux, au niveau des ministères en charge même de l'urbanisme, on peut dire qu'il y a eu un laxisme. Je m'excuse. Il y a eu un laxisme en ce sens que, quand bien même cette loi avait des insuffisances en ce sens où il permettait aux promoteurs de faire la promotion foncière, il devrait avoir une procédure. Ça veut dire que si tu veux faire de la promotion foncière, tu te poses un dossier pour faire la promotion foncière. Si tu veux faire la promotion immobilière, c'est-à-dire construire des logements pour vendre, ton dossier le dit. La plupart des promoteurs au Burkina Faso qui aujourd'hui vendent les terres ont monté un projet immobilier. Ça veut dire que le projet qui a eu l'autorisation du ministère de l'Urbanisme et du ministère en charge de l'administration territoriale dit qu'il demande l'autorisation pour pouvoir réaliser des logements. Il gagne l'autorisation en bonne et due forme, c'est vrai, mais il ne réalise pas des logements et on permet qu'il vende ses parcelles sans que, en tout cas, l'autorité n'interpelle qui de droit. Bon, à un moment donné, on nous a dit qu'il y a des insuffisances dans les textes qui ne permettent pas de mieux réprimer. Mais toujours est-il que si un promoteur, une première fois, a un projet qui ne met pas en œuvre, normalement, la deuxième fois, on devrait évaluer le niveau de mise en œuvre du premier projet avant de lui donner une autre autorisation. Et si ce contrôle-là avait été rigoureux, peut-être sur un chantier, ça peut passer, on peut utiliser les failles, mais le deuxième, on ne valide pas tant que on n'a pas évalué ces niveaux. Deuxièmement, il y a le ministère en charge de l'économie et des finances qui te permet de donner des titres fonciers. Parce que pour celui qui sait, les titres fonciers, c'est un titre définitif. C'est inattaquable. Mais il y a des procédures pour avoir un titre foncier. C'est en violation carrément des textes que des promoteurs ont eu des titres fonciers. Notamment, quelqu'un qui n'a même pas eu une autorisation de lotir. Ça, c'est le rapport de l'enquête parlementaire qui le dit. Sur la promotion immobilière, il y avait plus d'une trentaine de titres fonciers sans autorisation de lotir qui ont été délivrés. Le décret d'application de la loi 034 dit clairement à son article 333 que pour ce qui concerne la promotion immobilière, on devrait mettre en place une commission interministérielle qui est chargée de donner un avis sur les dossiers concernant la promotion immobilière. Cette commission n'a jamais été mise en place. C'est seulement en 2022 que cette commission a été installée. Comment alors, qui a donné l'avis pour que ces gens puissent avoir, par exemple, des titres fonciers? Donc, ça veut dire que là-bas, le ministère de l'économie n'a pas fait jouer son rôle. Le ministère de l'administration territoriale, parce que ce sont les conseils municipaux qui, lors de leur session, là, donnent les actes de session provisoire pour que le projet démarre. Depuis qu'on a suspendu les projets, depuis qu'on a entamé la révision, mais il n'y a pas eu une note au niveau du ministère de l'administration territoriale pour dire aux collectivités d'arrêter de donner ces sessions-là aux promoteurs. Donc, pendant même que la révision était en cours, il y a des communes qui continuaient toujours de donner, par exemple, là, ce document, qui est un acte administratif. Si un conseil, vous ne pouvez pas dire que non, c'est dans l'informel. Lorsqu'un conseil se réunit et puis donne un quitus à un individu de commencer un projet immobilier sur leur commune, c'est extrêmement grave à partir du moment où d'autres communiquent pour dire qu'on doit suspendre. Mais il y a aussi les professionnels du domaine, nous, les techniciens. Parce que pour que tout cela prospère, il a fallu que des techniciens les accompagnent. Oui. Comment quelqu'un qui n'a pas eu une autorisation a pu avoir un aménagement, a pu avoir des gens pour implanter? Les promoteurs ne sont pas des experts pour aller implanter sur le terrain. Donc ça veut dire qu'il y a aussi la responsabilité des acteurs du domaine qui ont accompagné ces promoteurs-là dans le faux. Parce qu'on aurait dû vérifier à l'avance s'il a l'autorisation avant d'aller faire le travail sur le terrain. Et enfin, la population elle-même. La population elle-même, parce qu'elle ne part pas suffisamment à l'information, et certains sont de mauvaise foi. Il faut avoir le courage de dire les mots, oui. Parce qu'ils vont te dire non, on a trop vu ça dans ce pays, ça ne va jamais arriver. Nous, on continue avec. Il y a des gens qui disent il n'y aura rien. Ils le font. Il y a d'autres, c'est parce qu'ils n'ont pas l'information. Mais il y a les propriétaires terriens. Il y a les propriétaires terriens qui eux-mêmes cèdent volontairement les terres, qui menacent même certains citoyens qui ont contribué justement à ce que nous soyons là. Mais ça aussi, c'est une autre dérive de la loi 034, lorsqu'il dit que la terre appartient à l'État, aux collectivités et aux particuliers, dont les propriétaires terriens qui ont le droit de disposer de la terre.
Donc, à un moment donné, tous ces acteurs-là, en tout cas, ont dévié l'objectif de la prochaine loi, et de l'ancienne loi. Voilà d'où est partie la nécessité, en tout cas, de régler le secteur. Ok. Et puis, Alors, un rappel pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, sachez que nous parlons ce matin des réformes dans le domaine du foncier, état des lieux et impact sur la gestion du foncier rural. Un rappel, l'expert Bouraïma Maïga avait tout à l'heure la parole. Il n'est pas seul, comme je le disais tantôt. On va remercier également et vivement la présence du balai citoyen, force de pression et de proposition pour une gouvernance démocratique vertueuse par l'engagement citoyen. Alors, il va nous présenter aussi succinctement les projets. C'est le point focal des balais citoyens, M. Sayouba Kindrebego, qui nous parlera, qui va nous présenter le National Houndenven for Democracy, ce projet. Ok, merci. Soyez les bienvenus. Merci pour la parole. Tout d'abord, une pensée pieuse à la mémoire des civils, FDS, VDP, qui sont tombés sur le champ d'honneur pour établir l'intégrité territoriale de notre chère patrie. En plus, on les encourage, qui restent toujours déterminés pour la victoire finale. Donc, comme on l'a dit, l'émission, le thème qui est abordé, c'est sous la couverture du balai citoyen, qui en partenariat avec le NIED, du moins ça, qui est quoi, la Fondation nationale pour la démocratie, qui est une fondation privée non lucrative qui s'est engagée à faire quoi, renforcer et aussi à promouvoir quoi, le progrès des institutions démocratiques dans le monde entier. Donc pour cela, nous travaillons ensemble pour mettre en œuvre l'objectif qui s'est assigné le balai citoyen comme mission de faire quoi, qui est un mouvement de veille citoyenne, pour qu'on ait au Burkina Faso une société juste intègre dans un état de droit démocratique. Parce que c'est la démocratie que le pays a choisi comme ligne de conduite. Donc, pour œuvrer à cela, il faut aussi que les citoyens s'engagent. Et pour cela, on ne peut arriver à ces objectifs sans la contribution de la jeunesse. C'est pour cela que le mouvement dit que non, pour cela, il faut qu'on mette la jeunesse au devant des choses. Et si on prend Bobo Dioulasso, nous sommes un nombre de 6 qui forment l'équipe, le point focal. Oui. Donc c'est le point focal du projet, non pas du mouvement. Il y a une coordination régionale qui est là. Moi, c'est le point focal du projet. Donc, dans ces objectifs, le projet s'est assigné comme quoi la contribution de la jeunesse pour la veille citoyenne, surtout en cette période de transition. Pour une durée de 2 ans, c'est de 2000 à 2024 que le projet doit durer. Et comment la jeunesse peut participer à ces activités, à cette veille citoyenne-là, c'est à travers de quoi? Des émissions radio interactives. Il y a aussi les conférences publiques que nous organisions. Il y a aussi la plaidoirie qu'on fait au niveau des autorités. Il y a aussi les forums, débats que nous menons dans l'objectif de faire quoi? De voir quelle est la vision de la jeunesse pour notre chère patrie. Bien vrai, on a pris du temps à accuser les aînés, mais quel est notre rôle dans cette situation-là que vit notre pays? Et maintenant, le projet intervient dans 4 communes du Burkina. Il y a Ouagadougou, Koudougou, Kaya et Bobo Dioulasso. Mais particulièrement pour Bobo Dioulasso, c'est dans la commune de Bobo et la commune de Bama. Voilà, si on prend Bama, est une commune associative particulière. Oui. Donc demain, si tout va bien, on a une autre activité là, qui est une conférence publique. Voilà, pas de 9h. Voilà. Donc, en grosso modo, c'est qu'on peut dire. Cette conférence publique aura lieu à Bama? À Bama. Ok. À partir de 9h. Ok. Donc la population est invitée à y prendre part. Ok. Merci. Alors, c'est vrai, vous avez parlé de la participation citoyenne de la jeunesse suivie dans la transition dans ces 4 communes. On a cité Bama, Bobo. Oui. Alors, est-ce que les jeunes s'annoncent? Est-ce qu'ils viennent vous taper à la porte? Ils veulent aussi participer? Oui, parce que même ce matin, il y a un qui m'a écrit qui l'a vu, qui a une conférence, qui sait où, que de le préciser, qui va prendre part. Il dit aujourd'hui à 10h déjà, il peut déjà écouter l'introduction. C'est ça. Et demain, il peut se déplacer pour venir à Bama. Donc, c'est-à-dire que c'est écouté, c'est suivi. Ok. Voilà. Un rappel, vous pourriez nous appeler au 72 52 07 42 pour ample information, vous poser des questions si vous voulez bien au 07 20 85 20 ou le 72 52 07 42. Je reviens à l'expert Bouraïma, M. Maïga, et tout à l'heure, on a parlé de ces questions de différence, des dérives de la nouvelle loi par rapport à l'ancienne. Tout à l'heure, vous avez parlé de cela. Alors, maintenant, on va aussi comprendre l'adoption de cette loi qui vient recadrer le secteur de l'immobilier et corriger les manquements.
Cette nouvelle loi exclut dorénavant certainement les promoteurs immobiliers, des opérateurs d'urbanisme. Qu'est-ce que cela veut dire au juste? Tout à l'heure, vous avez expliqué cela. D'accord, merci. Cette nouvelle loi, effectivement, exclut les promoteurs immobiliers des opérations d'urbanisme. Ah. Voilà, les opérations d'urbanisme, ce sont ce que vous appelez couramment les lotissements. Oui. Parce que le lotissement, il y a plusieurs formes. La restructuration aussi, c'est une autre forme de faire le lotissement. Et voilà, ce sont ces opérations qui consistent à mettre des bornes pour dire voilà une parcelle, ça c'est une parcelle, ça c'est une rue, ça c'est ainsi de suite. Donc aujourd'hui, avec la nouvelle loi, les promoteurs ne sont plus autorisés à faire un lotissement, pour parler simple. C'est dire que c'est l'État seul ou, j'allais dire, les sociétés d'État. Quand vous prenez, je ne sais pas si c'est faire la publicité, la Sonature, qui est une société d'État par exemple, son activité principale, c'est aménager des terrains pour donner. Oui. Bon, elle, par exemple, elle n'est pas concernée. On parle des promoteurs immobiliers, tous les restes qui doivent avoir un agrément pour exercer l'activité de la promotion immobilière là, ne peuvent plus désormais acquérir un terrain et puis aller aménager comme ils le font jadis. Jadis, oui. C'est plutôt l'État, les collectivités, bon quand on dit l'État central, les collectivités, ça va ensemble, qui peuvent mobiliser les fonciers, qui l'aménagent en macro-lot, ça veut dire que c'est des vastes ensembles, et où la superficie maximale là, c'est 5 hectares. Cela dit que désormais, si vous avez votre agrément de promotion immobilière, que vous voulez mener l'activité, vous vous adressez au ministère en charge de la construction. Oui. Il y a une direction chargée de la mobilisation du foncier urbain actuellement, qui va vous mettre à la disposition, selon un certain nombre de conditions, le foncier, et vous réalisez vos logements sur ces 5 hectares maximum là. Et après, vous pouvez encore demander nos 5 hectares en fonction de, en tout cas, de votre efficacité. Voilà. C'est pour justement éviter que on passe le temps, non seulement aller vers les populations. C'est vrai qu'il y a d'autres, c'est par cupidité, mais il y en a aussi, c'est par naïveté. On abuse de leur naïveté. On leur fait croire, bon, tu vas avoir des millions tout de suite, sinon l'État va venir retirer tes fonciers. On en a vu aussi où, des gens qui ont cédé leur terrain parce qu'on les a fait miroiter ce genre de choses. Donc désormais, ça, ce n'est plus possible. Mais, dans la même loi, on dit, si un promoteur, par exemple, acquiert un domaine d'un individu, parce qu'il y a cette possibilité, on a dit au Burkina Faso, la terre peut être cédée. Donc, si moi en ville, par exemple, j'ai un terrain de 2 hectares, qu'un promoteur vienne à payer, peut-être qu'au départ, avant même le lotissement, la personne avait prévu de faire de l'élevage, par exemple, sur le terrain. Les papiers qu'il a, c'est destiné à l'élevage. Mais aujourd'hui, nous sommes en centre-ville. Élever, par exemple, en centre-ville, c'est très complexe. Il décide de vendre, par exemple, les 2 hectares à un promoteur immobilier. Ce promoteur immobilier a l'obligation de changer d'abord la destination du terrain pour qu'on dise que ce n'est plus pour l'élevage, c'est pour l'activité de la promotion immobilière. Ouais. Et dès qu'on entame le processus de changement de destination, il est obligé encore de revenir au ministère en charge de la construction pour l'aménagement. La seule différence est que cette fois-ci, comme le terrain lui appartient, les conditions ne sont pas les mêmes que lorsqu'il va vers l'État qui doit lui donner le terrain. Voilà, parce qu'il y a un pourcentage, il y a beaucoup de paramètres qu'on ne détaille pas dans la loi, mais quand il réalise, il y a un pourcentage de logement social que tu dois réaliser. Voilà, et ça, c'est subventionné par l'État. Voilà, ça, c'est subventionné par l'État. Donc, il y a un certain nombre d'éléments qui sont contenus dans ce qu'on appelle le projet immobilier et qui vont donner non seulement des avantages aux promoteurs immobiliers et même, mais qui permettent aussi d'accroître l'offre au logement décent. Ok. Merci encore, monsieur l'expert Bourema Maïga, qui nous donne toutes ces explications. Mesdames et messieurs, je rappelle toujours, ce matin, nous parlons de ces réformes dans le domaine du foncier. État des lieux, impact sur la gestion du foncier rural. Ça se passe sur Savane FM. Vous pouvez nous appeler toujours au 72 52 07 42 si vous avez des préoccupations, ou le 07 20 85 20 sur la radio des nouvelles idées. Alors, tout à l'heure, je reviens toujours pour ces questions des livres de l'ancienne loi par rapport à la nouvelle. Alors, on peut citer quelques-unes quand même par rapport à l'ancienne comme la nouvelle qui ont évolué certainement. D'accord. Déjà,
à commencer déjà même par la définition Oui. de ce que c'est que la promotion immobilière, en quoi ça consiste. Voilà. Avant, la définition dans l'ancienne loi parle de promotion immobilière et ou foncière. Désormais, cette partie est exclue. Quand on parle de promotion immobilière, il n'y a pas de promotion foncière dedans. Dans la nouvelle loi, la définition est claire et c'est clairement pour ériger, pour construire, pour en tout cas pour les bâtiments existants. Parce que la promotion immobilière, un vieux bâtiment aussi peut être rénové en vue de l'exercice de la promotion immobilière. Donc dans la définition, c'est pour rénover ou bien pour ériger de nouvelles constructions sur des superficies données. C'est ça la promotion immobilière. Donc la définition même déjà entraîne une différence fondamentale entre l'ancienne loi et l'actuelle loi. Et cette fois-ci, on ne s'est pas contenté de dire les produits dérivés de l'ancienne loi. Non, c'est clairement dit. Les constructions, les nouvelles constructions dans la nouvelle loi, ça veut dire que c'est destiné à la vente, les bâtiments, à la location simple ou à la location-vente. Donc, c'est encore plus précis cette fois-ci. C'est pour dire qu'il y a plusieurs modes. Alors, il y a les baux locatifs, il y a la location simple, il y a des gens qui veulent juste un bâtiment pour louer 5 ans. Un promoteur peut louer, construire des bâtiments où il met en location comme on les voit dans les célibataires aujourd'hui. Ça se fait. Il y en a qui le font en location-vente. Il y a d'autres structures de l'État qui le font aussi, comme ici par exemple, qui ne sont pas totalement concernés par la nouvelle loi. La deuxième, par exemple, innovation, au niveau de l'agrément. Le constat avant, c'est que l'agrément de la promotion immobilière, un individu a un agrément, il peut le céder à une personne qui va faire. Aujourd'hui, ce n'est plus possible. Ton agrément est lié à toi. Mais ton agrément, ce n'est pas un agrément que tu mets dans chaque... et tu te promènes avec. On a vu des promoteurs aussi, avant qu'ils vont dans les villages, quand tu viens en ville, tu cherches leur siège en vain. Ils n'ont pas de siège. Ils n'ont pas de siège. Oui. Aujourd'hui, pour même avoir un agrément, il y a un minimum qu'on demande. Oui. Voilà, ça veut dire que le premier responsable même de la société là doit avoir au moins un niveau bac plus 4. Oui. Il te faut avoir un technicien qui a au minimum bac plus 3. Wow. Voilà, quand on dit un technicien, il peut être du génie civil, géomètre, urbaniste, architecte, ça veut dire des gens qui sont dans le domaine, voilà, au minimum bac plus 3. C'est important parce que la responsabilité aussi des professionnels est engagée. Voilà, il faut aussi bien sûr avoir un secrétariat, voilà, une secrétaire. Il faut ça même pour avoir l'agrément. Parce qu'on ne peut plus on ne peut pas dire qu'on est une société de promotion immobilière et on n'a pas un personnel minimum, on n'a pas un siège. Donc du coup, si c'est bien mis en valeur, bon, ça peut contribuer un peu aussi à réduire un peu le taux de chômage. Bien sûr, il y a la question des superficies qui est extrêmement réduite aujourd'hui. Et bon, concernant les outils de planification urbaine, vous prenez avant, beaucoup de gens, je disais tantôt qu'ils partaient même en milieu rural pour s'accaparer des terres qui sont destinées aux activités agro-silvopastorales. Aujourd'hui, avec la nouvelle loi, c'est clairement dit. On parle du foncier urbain. On parle des villes qui ont des outils, des documents de planification urbaine. Et c'est à l'intérieur, c'est les schémas d'aménagement, les plans d'occupation du sol. Et c'est seulement à l'intérieur de ces aménagements qu'il est possible de faire la promotion immobilière. Mais ces outils de planification ont déjà prévu aussi dans quelle zone on mène l'activité de la promotion immobilière. Ce n'est pas parce que je suis autour de Bobo que n'importe quel côté de Bobo, je peux faire de la promotion immobilière. Non. Il y a des zones, c'est destiné à l'agriculture. D'autres, c'est la zone industrielle. D'autres, ainsi de suite. Donc, les villes qui ont des schémas, qui ont des plans d'occupation du sol, dans ces villes, on peut faire la promotion immobilière. Et dans ces villes, il y a des zones qui sont dédiées exclusivement à cette activité-là. Voilà. Donc, par rapport même au thème, l'impact sur le foncier rural, on peut dire qu'aujourd'hui, le foncier rural est épargné de cette activité-là, puisqu'il n'est même plus possible d'aller en milieu rural pour mener cette activité. Ouais. Voilà. Merci une fois de plus à M. Bourema Maïga, l'expert sur ce plateau. Ce matin, nous continuons toujours. Signalons aux auditeurs que cette loi sur la promotion immobilière a adopté plusieurs innovations. Nous avons écouté certaines innovations que vous avez citées tout à l'heure. Elle oblige aussi tout promoteur immobilier
par exemple, à réaliser un minimum d'investissement accepté par l'administration avant de pouvoir obtenir une cession définitive de terrain. À quoi consiste donc ce minimum d'investissement? Ça consiste à quoi? Le minimum d'investissement, ça c'est un peu même au niveau de l'État, on le constate quand les gens font les lotissements, on fait 4 bornes et puis on donne parcelle aux gens et après pour rentrer chez eux, c'est un parcours de combattant. Désormais, là où il faut faire la promotion immobilière, là, il faut faire un aménagement minimum. Ça veut dire qu'il faut, les voies principales qui donnent accès là, à la cité là, doivent être aménagées. Il faut aménager les voies secondaires. Et si vous avez prévu, il y a un minimum de voies à bitumer. Il faut envoyer les réseaux, l'eau, l'électricité. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes en ville, que vous faites une cité, et puis les gens n'ont pas l'eau, les gens n'ont pas l'électricité. Quelle est la différence avec le milieu rural? Il n'y a pas de voie. C'est inadmissible. Donc aujourd'hui, il y a ce minimum qu'il faut réaliser avant qu'on te cède. Ça veut dire que dans un premier temps, vous avez les 5 hectares, mais il faut d'abord venir faire cet aménagement initial là, avant que maintenant on ne passe vraiment à la signature du contrat proprement dit. Voilà. Et ça, ce sont les techniciens du ministère qui vont évaluer cet investissement-là. Voilà. Ce n'est plus possible de venir aussi faire une cité juste dans l'espace vide où les gens n'ont pas accès à leur logement. Ouais. Il y a certaines personnes morales aussi dont le droit public exerçant l'activité de promotion immobilière sont dispensés de l'obligation d'obtenir un agrément. Certains acteurs aussi estiment que cette condition pourrait faire du poids de mesure dans l'accès de l'énergie de l'activité de promotion immobilière. Qu'en pensez-vous? Non, en fait, déjà, il faut qu'on se comprenne. Quand vous prenez ces sociétés d'État dont on parle, ce ne sont pas des sociétés qui ont été créées en 2008. C'est pour dire que déjà leur activité même était déjà antérieure même à la loi, à l'ancienne loi. Quand vous prenez les sociétés comme c'est ici, des centres de gestion des cités, c'est des choses qui remontent aux périodes de la Révolution. Maintenant, quand ils parlent de pervertir, aujourd'hui, les centres de gestion des cités ne peuvent pas faire une opération d'urbanisme sans passer nécessairement par le ministère. Ouais. Déjà, même si ce sont des structures attachées, ils ne peuvent même pas se permettre ce luxe. Deuxièmement, ça veut dire que le premier responsable, là, il sait qu'il est là pour le service public. Ce n'est pas son entreprise personnelle où il peut s'accaparer comme il veut, quand il veut. Un mercredi, il peut disparaître. D'ailleurs, il n'y a pas longtemps, on a changé le directeur général de CGC. Actuellement, c'est une directrice, c'est en février d'ailleurs. Donc, c'est pour dire que la comparaison qu'ils veulent faire, quand tu crées une société et que tu es le premier responsable de ta société, tout dépend de toi. Les ressources, ainsi de suite. Alors qu'ici, c'est une société d'État où des gens sont affectés. C'est vrai qu'ils recrutent, où il y a des agents publics qui sont mis à la disposition de ces sociétés pour fonctionner. C'est vraiment un service public d'abord. Et leur fonctionnement, ils sont évalués chaque année au niveau de la conférence des sociétés d'État pour voir leur mode de fonctionnement, les insuffisances, ainsi de suite. Donc, quand les promoteurs veulent vraiment se comparer à ces sociétés d'État, ça veut dire que le mécanisme de contrôle public de ces sociétés-là n'existe pas au niveau, par exemple, des sociétés privées de promotion immobilière. C'est toute la différence. Par exemple, les structures de contrôle comme la SE, la Cour des comptes, toutes ces structures-là sont habilitées à avoir un regard sur la gestion. Il y a un conseil d'administration où il y a plusieurs structures, plusieurs ministères qui sculptent la gestion de la boîte, aussi bien sur le volet financier, sur le volet technique, ainsi de suite. Ce qui n'est pas le cas au niveau des structures privées. C'est juste une fenêtre, souvent que les gens ont voulu attraper, comme ils ont saisi la fenêtre de la faiblesse de l'article de l'ancienne loi. Sinon, ils ne font pas de la concurrence. J'ai dit même au début que, je ne sais pas si je dois dire le nom, parce qu'ils ne sont même pas habilités à faire de la publicité. Vous voyez, il y a une grande différence avec les promoteurs immobiliers, voilà, privés. Alors, vous avez beaucoup parlé de ces lois de 2008. C'est vrai que nous avons, on sent quand même une innovation, il y a beaucoup de changements. L'autre facette aussi de cette nouvelle législation prévoit des sanctions et des peines. Justement. Et là aussi, elle autorise le ministère en charge à sanctionner au cas d'infraction.
Est-ce à dire que cette disposition n'était pas prise aussi, comme je disais tantôt, dans les années jadis, notamment 2008? En fait, je disais que dans mon intervention au début, qu'on parlait des insuffisances des textes qui faisaient que le ministère était un peu laxiste ou limité dans ses actions. Déjà, actuellement, il y a une structure qui est créée, une structure de contrôle, l'Office national du contrôle des aménagements et des constructions, qui a le plein pouvoir d'arrêter, par exemple, un aménagement, un chantier, oui. Voilà, anarchique, voilà, qui est habilité à arrêter des chantiers. Et même qu'à Ouaga, il y a environ 2 mois de cela, lors d'un contrôle, ils sont allés avec la police pour quand même faire tomber des maisons des gens qui ont construit sans autorisation, malgré l'interpellation de l'État. Donc c'est pour dire que quand même, on a aujourd'hui une structure qui a un peu plus de pouvoir d'agir qu'avant. Deuxièmement, les peines. Jadis, il y a rarement des peines privatives de liberté. C'est plus des peines pécuniaires et c'est à l'ordre de 10 millions. Pour qui connaît la promotion immobilière telle que pratiquée avant, pour un promoteur immobilier, payer 10 millions, ce n'est rien. Donc, la personne est prête à violer les textes, puisque tu sais que, bon, de toute façon, c'est pour payer 10 millions. Mais si je sais que dans mon opération, j'aurai 100 millions, et on me dit que quand c'est illégal, je paye 10 millions. Bon, les gens sont cupides en général, ils vont préférer y aller. Mais dans les innovations déjà, avant même d'avoir l'agrément, il y a un élément qu'on n'a pas, je n'ai pas rappelé. Il faut d'abord faire ce qu'on appelle preuve de bonne foi et de sa capacité financière. En garantissant dans un compte qui sera créé à cet effet-là, un montant de 250 millions. Ça veut dire que ce montant est déjà déposé. Donc si tu dévies à l'engagement que tu as pris, c'est ça. On sait déjà que, voilà, on sait où on va enlever pour récupérer la suite. Oui. Alors que tout ça, ça n'existait pas dans l'ancienne loi. Voilà. Et vraiment, les valeurs, bon, c'est normal, hein, puisque les gens ne pouvaient pas s'imaginer en 2008. En 2008, si vous essayez de faire vos enquêtes en 2008, de 2008 à 2012, en 4 ans, le Burkina n'avait pas 10 promoteurs immobiliers. Quand on a suspendu, parce que les lotissements, là, les premiers, c'est en 2010 autour de 2010 que ça a commencé, la suspension. Mais à partir de 2014, on tourne autour d'aujourd'hui de 300. Les chiffres officiels déjà, même en 2021, ce qui est, on peut dire que dans la base des données, c'était 275. Mais après ça, il y en a des promoteurs sac à dos, qui ne sont même pas comptabilisés dans cette base de données, qui ont des terrains, qui ont aménagé, qui ont même vendu à certains. Des coxeurs. Voilà. Alors, on vous dit encore merci. Nous allons poursuivre toujours, mesdames et messieurs, pour rappeler ceux qui viennent de nous prendre en marche. Vous pouvez nous appeler au 72 52 07 42 ou le 07 20 85 20. Parlons des réformes dans le domaine du foncier. État des lieux et impact sur la gestion du foncier rural. Alors, en clair, la nouvelle loi, vous avez cité certains points, la nouvelle loi qui interdit aux sociétés immobilières les opérations de lotissement ou de restriction. Tout à l'heure, vous avez parlé un peu là-dessus. Sans autorisation. Je parle de lotissement ou de restriction sans autorisation préalable. Quelles conditions faut-il donc remplir? Quel est le message certainement pour vous, selon vous, pour être en phase avec cette autorisation? Ah, nous avons un auditeur. Ça va, FM, bonjour. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour, monsieur. Comment vous allez? Ça va très bien. J'espère de même pour vous tous. Ok. Vos préoccupations. Comment vous appelez, s'il vous plaît? Je m'appelle Monsieur Zongo. Monsieur Zongo. Alors, vos préoccupations dans le cadre de ces réformes dans le domaine du foncier? Déjà, je me permets de vous remercier pour l'initiative de convoquer notre doyen, M. Maïga, pour nous apporter plus d'éclaircissement par rapport à cette loi qu'on a longtemps entendue. Et on espère vraiment que cette loi va porter fruit comme on l'espère. Voilà, déjà, je profite de remercier aussi le doyen pour ses différentes tâches qui concluent à éclairer les gens et à guider
sensibiliser les gens par rapport aux soucis que nous rencontrons pour se faire la promotion immobilière. C'est ça. Voilà, bon, c'est pas des préoccupations en tant que telles, mais c'est surtout féliciter tout un chacun pour la tâche qu'ils accomplissent. Ok. Merci pour... Parce que c'est d'un intérêt purement national. Voilà, et on prie le Seigneur qu'il nous assiste aussi bien sur le plan sécuritaire que sur le plan foncier. Alors, qu'est-ce que... On a coutume de le dire que c'est la bombe à venir. On espère pouvoir la désamorcer avant qu'elle ne pète. Ok. Et donc, excellente cérémonie, excellente suite à vous. Quoi. Merci d'avoir appelé, monsieur. C'est un plaisir. Merci d'avoir appelé. Vous pouvez également appeler au 72 52 07 42 ou le 07 20 85 20. Alors, monsieur l'expert, vous allez peut-être compléter quelque chose à ce qu'il a dit. Il est en train de parler des encouragements. Je pense qu'il faut réagir aussi. D'accord. D'abord, nous remercions M. Zongo pour l'intérêt accordé à l'émission, pour l'intérêt accordé à cette question de promotion immobilière. Il a dit, nous espérons ensemble désamorcer cette bombe avant qu'elle n'explose. Bon, on va y arriver. On va y arriver parce qu'on est déjà sur le bon chemin. Et nous les invitons aussi à être des relais, aussi bien en tant que, je dirais, auditeur qui a quand même suivi l'émission, qu'il partage en tout cas l'information autour de lui. Pourquoi pas? Parce que c'est comme ça aussi qu'on arrive à toucher les masses partout où elles sont en fait. Okay. Voilà, donc c'est sa contribution qu'on demande sur ce volet-là aussi, en plus d'appeler à l'émission. Ok. Alors, tout à l'heure, nous parlons de ces interdictions aux sociétés immobilières, les opérations de lotissement ou de restructuration. Vous avez parlé de cela un peu. Je disais tantôt que sans autorisation préalable, quelles conditions faut-il remplir selon vous? Voilà, selon vous, qu'est-ce qu'il faut remplir concrètement pour obtenir tout cela? Déjà, il faut préciser ici que l'autorisation préalable de lotir là, concerne le cas où la personne, comme l'exemple que j'ai pris au début là, c'est ça. Voilà, acquiert un terrain d'un particulier dans la zone urbaine où il est possible de mener l'activité de la promotion immobilière. Donc, avant même d'avoir l'autorisation, il faudrait déjà que le terrain soit situé dans une zone où on peut mener l'activité de la promotion immobilière. Voilà, et si c'est en zone aménagée, on peut faire de la promotion immobilière. Si c'est autour, en zone non aménagée, mais autour, ou dans une ville où il y a un outil de planification, où les particuliers a un titre, parce que c'est important de le préciser. Ce n'est pas quelqu'un qui va avoir le terrain payé, faire la procédure pour avoir, non. C'est déjà le terrain d'un individu qu'il cède. Avec un titre, il demande le changement de destination de ce terrain. Et ça, il faut qu'on change d'abord la destination pour dire ce terrain a été destiné à ça. Maintenant, moi, je acquiers ce terrain et je vais mener l'activité de la promotion immobilière dessus. Voilà. Et en ce moment, les opérations, le processus des opérations d'urbanisme peut commencer. Voilà. Il fait la demande au niveau du ministère en charge de l'urbanisme, au niveau du ministère en charge de l'administration territoriale. Si les deux ministères donnent leur avis, parce que c'est un arrêté conjoint pour le lotissement, il commence le processus du lotissement avec les opérations techniques, lever, aménager. Et quand il aménage, il est obligé d'envoyer son plan à l'urbanisme pour qu'on valide. Oui. Voilà, parce que sur une superficie donnée, il y a un certain nombre de parcelles qu'on doit dégager. Ce sont des règles d'urbanisme à respecter. Ça veut dire que sur 2 hectares, si vous aménagez, en principe, vous ne pouvez pas prendre plus de 50% de la superficie pour faire des parcelles. Vous êtes obligé de dégager des voies et des voies ont des dimensions à respecter. Vous êtes obligé d'enlever des espaces verts parce que la vie urbaine l'exige. Vous êtes obligé de prévoir des réserves administratives parce que si vous regroupez du monde, c'est qu'ils auront besoin de centres de santé, ils auront besoin d'écoles et ça, il faut le prévoir dans l'aménagement. Donc, les spécialistes là vont veiller, ils vont s'assurer que autour des maisons ou des villages que vous créez là, de votre cité que vous créez, ces conditions minimales là sont là.
Parce que vous ne pouvez pas dire aux gens d'habiter sur une superficie donnée, alors que pour se soigner, ils doivent aller à 20 km pour l'école. Donc même là, en fonction de son projet qu'il va soumettre, on va regarder, voir si ça respecte ces règles d'urbanisme. Et la commission va valider. Et après, même quand il va sur le terrain implanté, ça veut dire quand il va mettre les bornes, il y a un service de contrôle au niveau de la direction générale là, qui aura la responsabilité d'aller contrôler l'implantation. Parce que souvent, qu'est-ce que les promoteurs faisaient avant? Même ceux qui ont eu les autorisations, ils ont des parcelles de 300 mètres carrés, vous avez validé. Ils vont à l'implantation, ils implantent 250 pour avoir plus de parcelles. Ils ont prévu des réserves que vous avez amendées ensemble. Ils vont sur le terrain, ils transforment ça en parcelles. Donc, ce sont des dérives réelles sur lesquelles vraiment il faut veiller. Mais aujourd'hui, tout ce processus-là, il faut vérifier. Même quand vous dites que vous avez implanté 300 parcelles, il faut qu'on aille vérifier que vous n'avez pas fait 310 à un moment donné. Mais est-ce qu'il y a, vous avez dit tout à l'heure, il y avait des brebis galeuses. Est-ce que vous avez constaté ces manquements souvent lors de vos missions, vous sortez pour les terrains, expertiser les choses? Est-ce que vous constatez souvent ces manquements? À plusieurs reprises, même l'Office national du contrôle, pour ceux qui suivent ces sorties-là, ont eu même à déterrer par exemple les bornes par endroit où l'aménagement n'a obéi à aucune norme. Et ça existe. Et il y a des endroits aujourd'hui, même on parle d'essayer de gérer les passifs. Il y a des gens qui ont aménagé, qui ont mis des bornes, mais que leur aménagement ne peut pas être validé. C'est ça. Ils seront obligés de déterrer ces bornes et de reprendre le processus parce que ça n'obéit pas à des normes. Celui qui morcelle, pour ceux qui suivent l'actualité, même au niveau du ministère en charge de l'urbanisme, au niveau des nominations, au début du MPCR2, là, l'ancien secrétaire général, les gens sont revenus sur ces cas où, par exemple, le terrain d'un hôpital à Basenko là, avait été morcelé pour donner à des promoteurs immobiliers. Cette question est revenue et aujourd'hui, le ministère de la Santé, par exemple, écrit pour dire ils veulent les terrains pour construire un hôpital. Voilà un souci. Vous voyez souvent comment les gens négligent beaucoup de choses dans l'aménagement. On dit non, c'est trop grand. Même les voies, vous allez faire une voie de 120 mètres, les gens vont vous dire par exemple que c'est trop grand. Mais le jour où on décide d'élargir la voie, où il faut barrer un côté pour que tout le monde circule de l'autre côté, vous vous rendez compte, déjà la voie là a son importance. Mais c'est comme ça que ça doit se faire. On prévoit aujourd'hui, même Bobo comme Ouaga, vous pouvez voir les gens qui construisent des immeubles partout, même des hôtels. Vous vous demandez, ils veulent que ceux qui habitent là-bas la garent leur vélo où? Je ne parle même pas de véhicules. C'est ça. Ça veut dire que si ce sont des gens, tous ceux qui doivent habiter par exemple un hôtel R+4, même à Bobo ici, viennent à vélo, ils n'auront pas d'espace pour garer leur vélo. N'en parlons pas de ceux qui viennent à véhicule. Mais quand on dit d'aménager des espaces de parking dans la ville, les gens vont trouver non, comment que c'est de l'espace à gaspiller? Comme juste pour venir garer là seulement? Non, la ville c'est tout ça. Et il faut veiller dans l'aménagement à respecter tous ces aspects-là. Merci pour toutes ces interventions. On va toujours continuer. Il nous reste quelques minutes seulement. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous prendre en marche, vous avez compris, nous parlons de ces réformes dans le domaine du foncier, état des lieux et impact sur la gestion du foncier rural. Alors, pour une meilleure politique foncière, nous en avons besoin, sincèrement. Et quel est le rôle de la jeunesse? Doit-elle efficacement jouer pour accompagner les efforts de l'État et la lumière aussi de cette nouvelle loi? C'est important. Il y a le balai citoyen qui est là. C'est lui aussi va donner son mot à l'endroit de la jeunesse, monsieur. Oui, c'est important et même très important que la jeunesse s'intéresse à ces questions foncières. Petite anecdote, une fois je suis allé avec un vieux qui voulait quand même vendre son terrain à un particulier, c'est hors lotissement, il voulait vendre le terrain et il a pratiquement montré les limites de son terrain qu'il veut vendre. Et son fils est venu, il dit non mais papa tu ne peux pas vendre tous les terrains. Le vieux lui dit non, c'est mon terrain, je veux le vendre. Il dit à son papa, non, c'est pas ton terrain, c'est le terrain de ton papa. Si ton papa l'avait tout vendu, toi tu aurais eu quoi? Donc moi je ne permettrai pas que tu vendes tout et moi qu'est-ce que tu vas me laisser? Alors que la terre là c'est quelqu'un qui te l'a laissé. C'est pour dire que la veille citoyenne ici, c'est pas de l'impolitesse, hein. Voilà, il faut qu'on dise les mots clairement, il ne faut pas aller faire la bagarre avec son papa pour ces questions là. Mais la veille citoyenne consiste déjà à éclairer
les masses à tout point de vue, surtout nos populations, que souvent les gens vont en tout cas embrouiller avec des miettes ou avec des mensonges. J'ai dit mensonges parce que l'argument très souvent utilisé, c'est pour dire aux gens, si tu ne donnes pas, si l'État vient, ils vont prendre. Ils vont prendre, oui. Ce qui est faux. Même l'État ne peut pas utiliser le terrain de quelqu'un sans respecter des procédures. Voilà, la loi est là. Même quand on veut, s'il y a besoin, il y a ce qu'on appelle l'expropriation pour cause d'utilité publique. Cette expropriation obéit à des normes. Tu peux même contester. Alors qu'on a dit on veut construire une école sur ton terrain, si on dit qu'on va te dédommager et que tu n'es pas content du montant, tu peux même convoquer l'État en justice. On va évaluer. Si on estime que le montant que l'État te donne est peu, la justice peut dire non, vous voulez indemniser le gars à 10 millions. Nous estimons la valeur avec tout ce que les experts ont dit, ça vaut 15 millions. On est d'accord que vous allez l'exproprier, mais vous allez donner 15 millions. Pour dire que c'est très, très, très encadré. C'est clair. Donc, il ne faudrait pas flatter les gens à leur dire que si l'État vient, il retire ton terrain. Oui. Ça, c'est pas quelque chose de viable. Okay. Deuxièmement, la promotion immobilière, comme ça se faisait, ce n'est plus possible. Et il ne faudrait pas que les gens continuent de mentir aux gens dans les bourses pour dire que ça ne va pas aboutir. Parce que depuis 2021, les gens avaient déjà dit ça ne va pas aboutir, cette loi-là. Moi, j'ai eu vraiment la chance de participer au processus. Même l'élaboration de cette nouvelle loi, nous avons eu à faire 2 semaines à Koudougou en décembre 2022, voilà, sur l'élaboration de cette nouvelle loi. Et il y a eu combien d'ateliers au niveau national? Déjà, sous le ministre Benouende, et après, sous l'actuel ministre, avant que ça ne passe. Mais finalement, c'est passé. Donc, ceux qui disaient avant que ça ne peut pas passer là, viennent de se rendre compte que ça passe. Et il y en a toujours qui continuent de faire croire aux gens qu'ils parlent seulement, ça ne va pas changer. Ou bien à la fin de la transition, on va y revenir. Non, on ne va plus y revenir. C'est fini. Parce que notre rôle en tant que jeunes, là, c'est de travailler à éclairer les masses pour qu'ils cèdent. Parce que la terre du Burkina Faso là, a une limite finie. C'est ça. Alors, le point focal, peut-être un petit mot. Vous êtes entouré des jeunes. Oui. Effectivement, nous sommes entourés de jeunes, on est jeunes en même temps. C'est qu'à la matière, il y a plusieurs années, le mois, on menait des conférences, des débats. Je pense que Mankouen-Dougou, Bama, il y a pas mal de zones où on a eu à faire des débats. Ce qu'on a eu comme constat, non, la terre a des limites, quelle qu'en soit l'étendue du champ là, il y a des limites. Et aussi, le papa aussi doit léguer à ses enfants qui n'est pas 1, 2, 3. Donc, pour cela, on essaie de sensibiliser qu'on ne doit pas prendre la terre comme étant de l'argent facile, vendre et après avoir des problèmes. Mais ce qu'on a plutôt conseillé, c'est de mettre en location. Là, même si c'est sur 10 ans, 20 ans, vous aurez l'argent de récupérer votre terre. Mais si vous vendez, ça va créer un problème. C'est ça. Alors que qu'est-ce que vous allez laisser à vos enfants? On est jeune mais on tend à être vieux. Et qu'est-ce qu'on va laisser à nos enfants? Donc, on invite la jeunesse à faire quoi? De ne pas chercher le gain facile en vendant les terres. C'est ça. Et si j'ai bonne mémoire, c'est que dans notre tradition même là, les parents disaient que si tu vends la tête, tu vas mourir. C'est maintenant qu'on comprend que non, même si tu ne meurs pas, de façon là, c'est que ça va créer des conflits dans les familles que pour résoudre ce problème, ça devient très très compliqué. Et actuellement, nous vivons ça dans la ville comme dans les communes rurales. Là, il y a ce problème qu'elle a l'entend dans les familles. Ok. Alors, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Comment peut-on expliquer la levée des boucliers, que l'adoption de cette nouvelle loi avait entre-temps aussi suscité dans les milieux des agences de sociétés immobilières? Que pensez-vous à l'instar de bon nombre d'observateurs qui estiment qu'il y a beaucoup de noms dites dans cette affaire? Bon, beaucoup de noms dits. Non, c'est sur un constat. Les populations ont interpellé les différents gouvernements. D'ailleurs, même les différents premiers ministres, dans leurs déclarations de politique générale, revenaient toujours sur les réformes sur le foncier. C'est ça. L'enquête parlementaire en 2016 sur le foncier l'a révélé. L'enquête sur la promotion immobilière, parlementaire aussi, sur la promotion immobilière l'a révélé. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont révélé que dans ce domaine-là, ça ne va pas. Sans oublier les interpellations, on a vu des gens bloqués. Voilà, donc, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'il y a les non-dits, Ce sont des réalités que les gens ont constatées, que chacun vit aujourd'hui, que ce soit dans la presse, ainsi de suite. Donc, c'est sur la base de ces réalités-là que cette nouvelle loi-là a vu le jour. Il faut, normalement, les vrais promoteurs doivent s'en réjouir. Parce qu'ils n'ont pas à se tracasser certains du foncier où
c'est le rôle de l'État maintenant de chercher. Et puis eux, on va les dissocier avec les marchands d'illusions. Les vrais promoteurs, en réalité, se retrouvent dans cette loi. Même s'ils ne sont pas nombreux, malheureusement. Parce qu'ils n'ont pas tous les moyens de construire 10 maisons. 10 maisons. 275, s'ils construisaient 100 maisons par an, on avait résolu le problème de logement au Burkina Faso. Alors, ce matin, on était avec vous, mesdames et messieurs, chers auditeurs, pour ces questions de réforme dans le domaine du foncier, état des lieux et impact sur la gestion du foncier rural. Tel était le thème de cette émission ce matin qui recevait notre expert. Également, nous avons eu aussi une intervention, n'est-ce pas, de ces auditeurs qui nous ont écoutés certainement de partout. L'expert Bouraïma Maïga a intervenu. Nous avons eu sur ce plateau également Sayouba Kendrebego, point focal du balai citoyen. Mesdames et messieurs, tout ce qui est bien finit bien. Nous sommes au thème de ce temps d'antenne. Merci à vous qui avez participé également. Merci. Et on va dire merci à la réalisation. C'était M. Barreau et Jackie Barreau qui était à la réalisation, coordination générale de cette émission. Nos remerciements vont également en particulier au ballon citoyen force de pression et de proposition pour une gouvernance démocratique vertueuse par l'engagement citoyen. On parle de NED National Houdovent for Democracy à travers son projet. Participation citoyenne à la jeunesse au suivi de la transition dans les 4 communes du Burkina Faso, Ouagadougou, Koudougou, Kaya et Bobo-Dioulasso. Je suis Ablaï Traoré qui était à la présentation. Votre serviteur, à bientôt incessamment, messieurs. Merci. Merci.